Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Pas de quoi rester de marbre devant ces statues de cire. Le musée Grévin et ses pensionnaires nous dévoilent leur mystère. Bol d'air frais dans le design avec Eric Schmidt, un rendez-vous champêtre pour des créations intemporelles. Si vous aussi vous voulez ramener la coupe à la maison, voici 3 adresses pour les mordus du ballon rond. La broderie n'est pas un truc de mamie, elle se transforme en véritables œuvres d'art entre les mains d'Estelle. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylistes de la semaine. Pour cocher vos plus belles pensées, autant utiliser du beau papier. Chez les éditions Dupan, on est dans le 100% Made in Nantes. Elsa et Pascal, les fondateurs de la maison, impriment sur du papier recyclé et maîtrisent la chaîne de production de A à Z. Graphique et stylé, ça donne envie de retourner sur les bancs de l'école. T'as quel âge? Voici la question qui résonne encore dans les cantines scolaires. Le verre Duralex est né en 1945, on vous laisse faire le calcul. Et si vous vous êtes toujours demandé la signification de ce nom, sachez qu'il vient de la citation latine Duralex, sed lex, ce qui donne en français la loi est dure, mais c'est la loi. Bon, maintenant on vous laisse chercher le rapport. Le Tour de France des métiers d'art nous emmène sur les routes de l'Hexagone à la découverte des métiers parfois méconnus. Souffleur de verre en Auvergne-Rhône-Alpes, plumassier à Paris, ferronnier dans les Hauts-de-France, rencontre avec ceux et celles qui font perdurer ces savoir-faire d'exception, qui demandent dépassement de soi et amour des matières. Pourquoi vos orteils n'auraient-ils pas le droit de prendre l'air en version Made in France? Chez Atelier Orme, on rend leur liberté aux pieds enfermés. Mais attention, avant ça, il va falloir mettre la main à la pâte, car ces souliers sont à fabriquer soi-même. Kit sandales ou espadrilles, en cuir en tissu, tout est fourni. C'est parti. Le musée Grévin nous ouvre ses portes de la restauration des statues de cire à l'histoire de son architecture. C'est en coulisses. À Paris, le seul endroit où vous pourrez croiser à la fois Monica Bellucci, la reine d'Angleterre, et Omar Sy, c'est au musée Grévin. Ici, vous pouvez passer la journée avec plus de 200 personnalités, prendre une photo avec elles ou pourquoi pas les provoquer en duel. En tout cas, pour une fois, c'est facile de les approcher. Mais avant l'ouverture au public, l'heure où tout le monde dort encore, les stars, elles, sont déjà debout. Ah, on dirait que ce beau Leonardo DiCaprio a besoin d'un petit coup de peigne. Dès 7h30 du matin, toute une équipe d'artistes et d'artisans s'active pour une dernière mise en beauté des vedettes. La plupart des personnalités ont droit à une séance de coiffure, de maquillage également. Donc il arrive qu'on doit faire des petites retouches donc sur les visages, parfois sur les mains. Et puis il y a des costumières également qui passent pour soit recoudre un bouton, remettre bien le vêtement, afin que vraiment tout soit absolument parfait pour l'ouverture au public. Ah, on dirait que Lady Gaga donne du fil à retordre aux équipes. Laissons-la finir de se préparer tranquillement, on n'a pas envie d'assister à un caprice de star. En attendant, allons plutôt découvrir l'histoire du musée avec Véronique. Le musée Grévin a ouvert ses portes exactement le 5 juin 1882. Et en fait, ce musée Grévin a été créé par un journaliste qui s'appelait Arthur Meyer. Et ce monsieur s'est dit, mais après tout, les lecteurs de mon journal ne savent pas vraiment à quoi ressemblent ceux et celles qui font la une des pages du journal. Il s'est dit, on va créer un journal en 3 dimensions. Mais quel génie cet Arthur Meyer! Et en plus, le journaliste n'a pas choisi n'importe quel lieu pour accueillir les stars. C'est pas Charles Aznavour qui nous dira le contraire. Là où nous sommes, par exemple, ce théâtre Grévin, il date de 1900. Il est à l'inventaire des monuments historiques. Il a été classé par André Malraux grâce au rideau de Seine, qui est un tableau original de Jules Chéret, et au haut-relief, qui est une sculpture d'Antoine Bourdelle, tout comme tous les macarons et la décoration de ce théâtre. Et puis quand les personnalités arrivent dans le musée, c'est toute une histoire qui vient avec. On crée pour eux un décor spécifique. On retrouve Al Pacino sur un studio de télévision en pleine interview. Vous pouvez donc jouer au football, vous pouvez faire un haka avec Sébastien Chabal, ou bien vous combattre avec un sumo. Si on se battait contre Teddy Riner, pourquoi pas, mais là, non merci.
Bonjour Ariel Dombal, asseyez-vous et prenez un verre. Nous, on préfère aller voir ce qui se passe dans les coulisses. Ah, bonjour Laetitia. Là où on n'a pas vraiment le droit, bah oui, c'est réservé au secret des vedettes. Pour ça, il faut grimper un peu sous les toits du musée où se trouve l'atelier de restauration. Des ateliers qui datent presque de la création de Grévin. Aujourd'hui, donc, c'est tout ce qui est entretien, restauration, petits travaux, parfois grands quand même, des personnages de Grévin, des décors. Il y a beaucoup de petits raccords au quotidien, de peinture. Et ce qui est bien quand on a élu domicile à Grévin, c'est qu'on peut changer de cheveux ou même de main très facilement. Pour une petite retouche maquillage, c'est aussi ici que ça se passe. Tout ce qui est entretien des visages donc, se fait à la peinture à l'huile. Les cheveux, qui sont des cheveux naturels, ont besoin d'être recoiffés. On peut ainsi leur laver les cheveux, leur remettre des bigoudis. Comme on peut voir ici Céline en train de refaire une jolie perruque 18e, oui, je pense. Hein, voilà. C'est Jean de La Fontaine qui a droit à un petit coup de toilette. Fallait nous le dire, le roi des fables mérite bien un peu d'intimité. Et si Véronique nous révélait qui choisit les convives du musée Grévin? Alors, depuis 2001, c'est l'Académie Grévin qui est présidée aujourd'hui par Stéphane Bern. Cette Académie Grévin est composée, pour rester dans la tradition du fondateur qui était journaliste, d'hommes et femmes de médias. Ils se retrouvent 2 fois par an et lors de ces réunions, ils élisent entre 1 et 2 personnalités. Mais patience pour les fans, il faudra compter 6 mois pour que la nouvelle personnalité foule le tapis rouge du musée Grévin. Amour des matériaux et lignes épurées, voici les pièces design d'Eric Schmidt. Le designer nous a reçus chez lui. Depuis 30 ans, le créateur Eric Schmidt habille les intérieurs de multiples objets sobres mais élégants au look résolument raffiné et épuré. Autodidacte, il n'avait pas vraiment prévu cette carrière. À ses débuts, son truc à lui, c'était plutôt la musique. D'un naturel discret, un brin énigmatique, il a su se faire connaître jusque dans les hautes sphères du design. Mais n'allez pas lui dire que son métier, c'est juste designer. À une époque, j'étais embêté parce que j'avais cherché un autre nom. Et j'étais tombé sur Ruhlmann qui s'appelait Meublier. Je trouvais ça pas mal d'ailleurs, ça s'appelait Meublier, parce qu'au moins, ça rectifiait l'angle directement sur le meuble. Dans son studio du Marais parisien, il évolue au cœur de ses créations qui se font écho, tout en rondeur. Et quand on lui demande son secret pour imaginer ces objets, il évoque sans prétention une mécanique cérébrale bien huilée. C'est comme des boules qui s'entrechoquent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça recrée autre chose. Et donc tous les jours, je me remets, sur tous les projets que je fais, je recherche toujours une autre direction. C'est le moteur principal. C'est le moteur qui a réalisé ces pièces que vous voyez en verre, ces pièces que vous voyez en bois, tout. Ici, la déco respire la sérénité et pour distinguer les sources de son inspiration, il faut changer de décor. Au revoir le tumulte parisien, direction la Seine-et-Marne et son atelier presque en lisière de forêt. Depuis 1996, c'est ici que la magie opère. Entouré d'une demi-douzaine de collaborateurs et de créations récentes ou en cours, c'est à ce bureau que ses mains traduisent ses idées. Là, je suis en train de retravailler sur une lampe que j'ai dessinée il y a longtemps. Le projet avait été un peu mis de côté. C'était un mât de lampadaire avec des pierres semi-précieuses. Et puis, il va sûrement voir le jour, ce qui est plus agréable que des projets qui ne voient pas le jour, ce qui arrive aussi de temps en temps. Pour Eric Schmidt, projet mis de côté ne veut pas dire projet oublié. Il compile toutes ses idées dans des carnets de croquis datés, véritables archives de son parcours. Je retrouve le croquis qui me resserre à retravailler et à voir tout ce que j'avais fait. On voit bien là les onyx. Je pense aux matériaux en même temps que je dessine, c'est-à-dire que finalement j'ai plus d'efforts à faire par rapport à ça parce que je connais suffisamment les matériaux pour savoir si je vais les associer ensemble. Donc quand je suis une idée, elle n'est pas seulement dictée par la matière, elle m'est dictée par son ensemble. Il faut ensuite passer à la conception digitale, moment crucial où le dessin gagne ses 3 dimensions et la garantie d'être réalisable. En ce moment, le créateur travaille avec Afid, son assistant, sur un projet de lampe un peu audacieux, en métal et céramique, pour la manufacture de Sèvres. On a voulu que ce soit le plus juste possible, donc beaucoup travaillé sur les courbes, surtout sur les rayons. Et donc là, maintenant, on est en train de concevoir tout ce qui est technique, et ça, on le fait sur l'ordinateur. Donc le dessin a été vu, c'est les proportions, et maintenant, on essaie de trouver comment tout ça va tenir. Pour ce projet qui sort de l'ordinaire, Eric et son équipe se rendront sur place, histoire de superviser la fabrication.
Mais pour la plupart de ses pièces, il a un bon carnet d'adresses d'artisans. C'est des gens avec qui on travaille entre une trentaine et une dizaine d'années. Donc on peut leur envoyer un dessin et puis leur téléphoner. Il reste un petit détail à régler, la couleur. C'est là qu'entre en scène une collaboratrice bien particulière. Et là, le vert, il n'est pas très subtil. Et celui-là, il est très bien. Sandra Babéanou qui partage la vie d'Éric Schmitt au bureau comme à la maison. Ancienne costumière, elle apporte son regard expert tout en nuances, mais certainement pas en demi-teinte. Et quand on arrive comme ça au dernier moment et qu'on leur dit non, ça marche pas, ça marche, même si on est un peu directive, ça paraît comme une évidence parce qu'on n'a pas fait tout le cheminement, donc on a un regard neuf. Les pièces sont alors prêtes à être fabriquées, mais dans cet atelier, pas question de sous-traiter les finitions. C'est ici que les divers éléments vont être patinés et assemblés. Ce plateau va recevoir du verre et ce verre va recevoir son pied définitif en bronze. Donc il y a 3 assemblages délicats. C'est pour ça que si on veut superviser un peu tout, c'est toujours un peu délicat. Bientôt, un nouveau chapitre doit s'ouvrir pour l'atelier qui déménage à quelques encablures dans cette vieille ferme. Un sanctuaire pour Éric, cavalier passionné et amoureux des grands espaces. J'ai du mal à rester dans les villes maintenant. Il m'arrive de voyager, d'être pendant 10 jours ou 15 jours ailleurs pour une exposition ou quelque chose. Mais là aussi, je sais que je peux me contenir. Je peux très bien vivre pendant ces 15 jours à New York ou n'importe où. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire en sachant que je retourne à Paris. C'est peut-être ça son plus grand secret de fabrication. Un équilibre parfait entre un univers complexe et sophistiqué du design et un quotidien simple et serein, ni plus ni moins. Bonjour Éric. Bonjour Katharina. Si on part du début, de vos débuts, vous êtes installé à Saint-Denis dans un atelier avec un fer à souder. Votre travail s'apparente plutôt à celui d'un sculpteur à cette époque-là. Vous partez de quoi? Parce que ce n'est pas de famille réellement. Mais je pars de rien parce que je n'avais pas décidé de faire ça. Je faisais de la musique à l'époque. Donc c'est le hasard du lieu, parce que la plaine Saint-Denis était bardée de ferrailleurs. Et que dans l'atelier où j'étais, avec d'autres artistes, il y a quelqu'un qui avait un poste à souder. Voilà. Donc ça a simplement commencé comme ça, sans se dire je suis un artiste, je vais faire de la sculpture ou quoi que ce soit. C'est simplement les matériaux autour de moi et l'outil que j'avais sous les mains qui m'intéressait, qui a fait que j'ai commencé à faire des choses avec des matériaux de récupération. Comment votre travail a évolué? Parce que quand on regarde le début, on regarde maintenant, on voit vraiment un cheminement. Oui, alors c'est toujours assez difficile, là, je ne vais peut-être pas être un bon client, mais c'est toujours assez difficile de dire pour moi on évolue. Je ne veux absolument pas faire quelque chose dans la répétition. C'est pour ça aussi que je me mets aussi un peu à part. J'ai besoin d'ouvrir des portes, de savoir ce qui va s'y passer, si ça m'intéresse ou pas. Si ça m'intéresse, j'y reste. Si ça ne m'intéresse pas, je ferme la porte. Je vais en voir une autre. Et petit à petit, ça m'amène toujours vers des choses différentes. Les matériaux sont forcément très importants. Vous aimez les matériaux passéistes. J'aime les matériaux passéistes, c'est vrai, parce que finalement, c'est ceux, au bout du compte, que je trouve les plus agréables à regarder, les plus agréables à toucher, c'est quoi exactement? Les plus agréables à travailler. Le bronze, l'albâtre, le verre. Oui, le bronze, l'albâtre, les pierres en général, le verre, le cristal, les métaux, les bois. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux travailler qu'avec ces matériaux-là. Mais les matériaux de synthèse, j'ai besoin de sentir, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas loin. Par exemple, le corian est un matériau assez neutre, assez beau. Votre clientèle, ce sont des collectionneurs, ce sont des décorateurs, voilà. Oui, on parle plutôt des meubles très très haut de gamme. En effet, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. D'accord. Mais je pense que les choses peuvent se chevaucher. Je pense que maintenant, les choses sont prêtes pour ça. C'est-à-dire que... Vous êtes prête? Moi, je suis prêt, mais je pense aussi les gens. Vous voyez, on ne va plus dire « Ah, mais cette personne-là, non, il est spécialiste dans le verre. Ah non, lui, il ne pourra pas faire de scénographie parce que c'est je ne sais pas, il fait autre chose. » Je pense que maintenant, il y a une certaine liberté qui est en train de se profiler. Alors, Éric, aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre. Vous faites table rase, vous avez déménagé et vous débarrassez d'une partie de vos créations, de votre mobilier, de vos collections. Oui, de prototypage, de prototype et d'objets personnels et de plein de choses. C'est important de faire un peu table rase, de se remettre à nu pour pouvoir créer complètement d'autres choses. Je pense que ça va faire du bien, oui. Ça, je pense que, mais ce n'est pas la vraie raison. Moi, je me sépare facilement des choses, donc je n'ai pas de souci avec ça. Vous n'êtes pas attaché aux objets? Non, je ne suis pas attaché aux objets parce que pour les objets que je crée, je sais que je peux en dessiner d'autres. Donc au contraire, ça me fait couvrir l'appétit. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos objets chez les gens? Ça vous fait plaisir? Ça vous donne les objets que je crée moi, oui. Ça me fait très plaisir. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde.
Oui, ça me fait très plaisir. Vous travaillez beaucoup avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde, puis vous... on travaille, oui, c'est une petite sphère finalement. Donc j'ai souvent mes objets. Les meubles que vous dessinez, oui. Principalement, ont cette chose en commun, ils sont assez intemporels. C'est quelque chose que vous recherchez? Énormément, et je ne sais pas comment je fais d'ailleurs pour la rechercher, parce que je pense que je fais appel à une sorte de mémoire visuelle. Je pense que j'ai un très très bon appareil pour enregistrer depuis très longtemps, depuis mon enfance. Et je pense que tout ça, après, ça reste dans un coin. Et quand je suis sur un projet, ça ressort. Mais c'est vrai que j'ai des sortes de dogmes. J'ai toujours envie qu'un objet ne soit pas référencé, enfin, le plus possible. C'est prétentieux, je veux dire, parce que c'est quasiment impossible de dessiner à l'heure actuelle un objet pas référencé. Et souvent, quelquefois, quand j'ai l'impression d'en dessiner un, je me rends compte qu'il a été fait dans l'Antiquité. Mais j'essaye en tout cas de mettre en lumière une sorte de mystère dans l'objet. Bon, on va rester sur ça, sur le mystère. Merci Eric. Merci Katharina. Si vous aimez mouiller le maillot, ce repérage est pour vous. Voici 3 adresses parisiennes, c'est Paris Foot. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré chaque recoin de la capitale. Chaussez vos crampons, enfilez votre short et échauffez-vous bien, car fini de se la couler douce en terrasse, il va y avoir du sport. Aujourd'hui, c'est foot pour tout le monde sur l'un des 10 terrains indoor d'Urban Soccer. Situé aux portes de Paris à Aubervilliers, le complexe sportif est le plus grand centre de football urbain de France. Ici, les matchs se jouent à 5 contre 5 sur près de 600 mètres carrés de gazon synthétique, dernier cri. Petits ponts, passements de jambes et tacles en tout genre, on n'a pas eu peur de mouiller le maillot. Même si on est plutôt team popcorn sur le banc de touche que Griezmann en crampons. Et 1, et 2, et 3-0, c'est le but de la victoire. Douche rapide au vestiaire, voici notre moment préféré, celui de la 3e mi-temps et du baby-foot. Beaucoup moins fatigant, non ? Si vous faites partie des plus jeunes adeptes du foot et que votre truc c'est moins de courir après le ballon que de faire des acrobaties pour épater la galerie, la Kid Freestyle League vous prendra volontiers sous son aile. À l'initiative de cette première école de football freestyle parisien, le jeune Alassane encadre, entraîne et conseille les plus petits comme les plus grands. C'est ouvert à tout le monde, c'est de 6 ans à 17 ans. Et puis, tout le monde est bienvenu, que ce soit filles, garçons. Sur l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand ou sous le grand hall du 104, il n'est pas rare d'apercevoir ces jeunes recrues répéter toutes sortes de figures et d'enchaînements techniques. Ici, je m'entraîne avec les freestylers semi-professionnels, amateurs et professionnels de toute l'Île-de-France. Même t'en as qui viennent un peu du monde entier, qui viennent nous voir. La base, c'est savoir bien utiliser son corps, bien le connaître. Après, on peut ajouter un élément, c'est le ballon, au foot freestyle. Et après, c'est tout ce qui est enchaînement de gestes artistiques. Il faut savoir jongler déjà de base, savoir faire un petit crochet, un passement de jambe. Et c'est fun à voir. Alors si vous avez un soupçon de souplesse, une bonne dose d'adresse et un brin d'audace, le football freestyle deviendra rapidement pour vous un jeu d'enfant. Après le sport, le réconfort. Pour terminer ce tour de chauffe à travers la capitale, quoi de mieux que de trinquer à la santé des vraies stars du ballon, celle de la Ligue anglaise. Coin d'Angleterre caché au pied du Panthéon dans le quartier latin, le Bombardier propose la quintessence d'une ambiance fervente 100% british. On diffuse exclusivement des matchs de rugby, des matchs de foot, la Ligue anglaise, très peu la Ligue française et naturellement le rugby et les 6 nations. Inauguré au début des années 90, le Bombardier est le tout premier pub londonien implanté dans la capitale parisienne. Au menu, l'authentique fish and chips et la légendaire meat pie sont aussi au rendez-vous. Le tout arrosé de breuvages anglais traditionnels, à consommer avec modération, of course. Ici, vous pouvez trouver tout ce qui est alimentation anglaise faite maison, mais aussi de la finger food. Vous avez aussi toute une gamme de bières qui vont de la ambrée à la lager classique que vous pouvez trouver sur place et qu'on importe directement d'Angleterre. Alors si vous cherchez un endroit où boire le thé en toute tranquillité, passez donc votre chemin. Car comme tout bon pub anglais, l'ambiance est animée par les cris de joie et surtout la mauvaise foi des supporters.
Si vous venez ici, vous verrez souvent des supporters de Arsenal, Manchester United et tous les supporters anglais qui viennent pour voir un match dans une ambiance typiquement anglaise dans notre pub. Et voilà, vous savez désormais où faire et voir du beau jeu à Paris. À vos matchs, prêts, partez! Entre cabinets de curiosité et taxidermie, les animaux, insectes et autres végétaux prennent vie sous l'aiguille d'Estelle. Les arts textiles, c'est la mode, la déco, des techniques ancestrales ou artistiques. C'est tout ce qui touche au tissu ou au fil, qu'il soit naturel, animal, végétal ou synthétique. Au commencement, il y a l'homme préhistorique et son besoin par pudeur ou par esprit pratique de se mettre quelque chose sur le dos ou entre les jambes. Avec le temps, l'esthétique s'est mêlée au pragmatique, avec l'apparition de la couture. Et vous ne le croirez peut-être pas, mais les premières aiguilles sont nées il y a plus de 17 000 ans. Viennent ensuite la teinture et 1000 façons de customiser les vêtements en variant les matières, les accessoires, les techniques et les usages, et ce depuis l'Antiquité. N'est-ce pas, Pénélope ? Les arts textiles, c'est un peu un patchwork de pratiques, du tissage au tricot, en passant par le filage, le crochet, la dentelle ou encore la broderie. Et c'est ce qui s'approche le plus du travail d'Estelle. Dans son atelier aux portes de Paris, elle crée des broches, des bijoux, des pièces murales ou de déco, avec un cercle à broder, des fils à broder, des aiguilles à broder. Mais si vous lui posez la question, son truc à elle, ce n'est pas tout à fait la broderie. J'appelle ça des dessins textiles. En fait, je pars d'un motif, le plus souvent naturaliste. C'est vraiment mon inspiration. Et ensuite, je mets en couleur avec des fils. C'est une technique très personnelle. Donc, je ne vais pas donner de nom, je ne sais pas quoi en faire. Allez, assez de mystère. Sa technique si personnelle, c'est d'allier des fils et de les nouer pour en faire des chaînettes. Retenez bien ce mot, des chaînettes bicolores, afin de coloriser ses fameux dessins. L'idée lui est venue comme ça en aidant sa fille à faire des bracelets brésiliens. Mais mine de rien, quand elle passe à l'action, Estelle se la joue un peu Picasso. J'ai défini ma palette de chaînettes. J'ai fabriqué mes chaînettes vraiment comme une palette de couleurs, comme une palette de peintre, avec toutes les nuances de couleurs dont j'ai besoin. Avec ses chaînettes, Estelle s'affranchit de la gamme de fils standard et déploie des couleurs à l'infini, des nuances les moins perceptibles aux contrastes les plus saisissants. Mais c'est bien joli de faire des nœuds, il faut ensuite les relier à la toile. Alors là, on est sur la partie application. Donc j'ai effectivement mes chaînettes, mais contrairement à la broderie où de façon générale on a plutôt tendance à utiliser du fil que l'on va passer à travers la toile, à travers le support, moi j'applique par-dessus. Elle les coud tout simplement et ça prend beaucoup de temps. Pour cet oursin, il faut au moins une journée de travail. Alors on remonte à la surface, direction la basse-cour avec un coq qui prend des couleurs tout en chaînette. C'est vraiment apporter une densité, d'apporter de la nuance, d'apporter des éclats, d'apporter de la profondeur dans le motif que je suis en train de réaliser. Les oiseaux, c'est vraiment ce qu'Estelle préfère. Leur plumage est un vrai terrain de jeu pour la brodeuse, car aux chaînettes colorées et texturées, elle associe des petites chutes de tissu qu'elle effiloche. Le résultat est plus vrai que nature et attention, 100% textile. Je ne vais pas faire que du plumeteux ou du duveteux, j'insère quand même des chaînettes. Je ne prendrai pas de plumes, par exemple, pour rendre les plumes. Pas de vraies plumes, mais des morceaux de laine, de soie, de passementerie qu'elle recycle et revalorise avec le fil de broderie pour varier les effets. Pas question de se reposer sur ses acquis, Estelle explore les potentiels du tissu pour en exploiter tous les filons. Et la peintre qui sommeille en elle se réveille quand il s'agit d'ajuster les petits détails qui font toute la différence. C'est tous ces petits ajouts comme ça qui paraissent pas grand-chose, mais qui vont vraiment donner tout le relief. C'est comme sur une peinture, parfois on la regarde de loin et on vient la regarder de plus près en se disant mais qu'est-ce qui rend cette lumière ou qu'est-ce qui rend cette ombre, et on voit que c'est un petit coup de pinceau, le petit coup de pinceau bien placé. Et ben là, c'est le petit bout de chaînette, parfois de quelques millimètres bien placé. Des pièces uniques, de toute taille, comme une déclaration d'amour à la nature. C'est un peu le credo d'Estelle, qui a choisi de travailler tout en douceur ces petites créatures textiles.
version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!